Et tu en parlais hein, de l'opération Warp Speed. Donc, je rappelle à tous ceux qui quand même restent encore aujourd'hui, et ça paraît presque très très surprenant qu'il y ait encore autant de pro-Trump alors qu'il a été le premier à faire la promotion de la piqûre. Hein. Je rappelle ces citations. Hein, So everybody go get your shot. Tout le monde allait faire votre piqûre. Ouais, mais je pense que c'est un déni, hein, tout simplement. Hein, un déni de réalité, alors que là on est dans la réalité, Jérémy. C'est ça, il a dit de façon très claire, sans aucune ambiguïté, des dizaines ou des centaines de fois, allez vous faire vacciner, ce vaccin est incroyable, etc. etc. Je suis très fier de tout ce qu'on a fait, enfin, aucun problème. Donc, je ne sais pas comment on peut imaginer que ça puisse pas, enfin voilà, c'est arrivé, et plein de fois. Et il s'en vante encore aujourd'hui. Oui, oui. Donc, j'ai mis 2-3 citations, je le recommanderais à beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas le faire. C'est un grand vaccin, hein, c'est un vaccin sûr. Toujours. Et puis, il a dit aussi, je crois totalement en vos libertés, mais je recommande de faire le vaccin. Et d'ailleurs, il le dit en hurlant. Hein. On a quelque chose de très macroniste, là, à ce moment-là. Les bras écartés, d'ailleurs. Il le recommande. Non, mais je crois en vos libertés, mais je vous recommande de faire le vaccin. Hein. Faut regarder la vidéo. Hein. Voilà, toutes les références sont là. Regardez-la, ça vaut le coup. Comme le fameux projet, comme ça. Là, exactement. Okay. Il a été quand même jusqu'à dire, je sais que j'ai sauvé des millions et des millions de vies dans le monde entier avec le vax. Voilà. Et je rappelle, hein, pour ceux qui quand même ne connaîtraient pas les études statistiques de Pierre Chaillot, que je conseille toutes ces vidéos hein, qui montrent qu'il n'y a pas eu de véritable pandémie, pas de surmortalité hors personnes non soignées et hors décès dus à l'hyperventilation ou aux médicaments donnés aux personnes âgées. Et puis également, oui, on a eu une pandémie, mais de tests positifs. Voilà. Exactement. Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Aujourd'hui, la communauté internationale, réunie sous l'égide des Nations Unies et de son agence qui est l'Organisation mondiale de la santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique, les chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés est inédit. Et je veux insister juste sur quelques points qui sont structurants pour cette initiative et gagner contre cette pandémie. On a au fond 4 piliers pour réussir. Le premier pilier, c'est notre efficacité collective pour soutenir les systèmes de soins.
Je vois mon ami Cyril Ramaphosa autour de cette visioconférence. On a eu l'occasion d'échanger, compte tenu de son rôle et son leadership dans le cadre de l'Union africaine. Si on veut gagner contre ce virus, on doit soutenir tous les systèmes, et en particulier les systèmes primaires de soins, pour lutter contre toutes les pandémies, et en particulier le Covid-19. Et tout ce qu'on fera contre le Covid-19 ne pourra être efficace si on n'a pas cet appui, ce soutien. C'est le rôle de l'OMS, de beaucoup aussi des fonds sectoriels que j'ai cités, parce que l'inégalité entre nos pays se construit dès ce moment-là, dans l'inégalité entre nos systèmes de soins. Et donc je pense que cette initiative, en ce qu'elle permettra d'aider les pays les plus vulnérables pour justement renforcer leur système de soins, permettre d'aller soigner y compris les communautés les plus vulnérables, parfois avec les personnels humanitaires, mais aussi de renforcer le système hospitalier et le système de soins, est indispensable. Le deuxième pilier de notre initiative, ce sont les tests, le diagnostic. L'OMS l'a dit depuis plusieurs semaines, on a tous ce défi dans nos pays qui est évidemment de développer les systèmes de tests. Il faut qu'on le rende accessible dans tous les pays du monde, y compris les pays qui sont les plus fragiles, y compris les pays les plus vulnérables. Et donc, sur ce sujet-là, c'est un défi aussi que cette initiative va permettre de porter. Et il y a un grand savoir-faire de plusieurs fonds verticaux qui sont mobilisés avec nous dans leur accès justement à la société civile, à plusieurs communautés, aux communautés les plus vulnérables, qui est indispensable. Le troisième sujet, ce sera l'accès au traitement. Beaucoup de nos chercheurs, de nos personnels soignants sont en train de coopérer. Nous le faisons en Europe, mais c'est vrai partout dans le monde, pour avoir des traitements cliniques, des essais multiples que nous sommes en train d'essayer de développer pour lutter contre l'action du virus, pour lutter contre les réactions inflammatoires, pour permettre de mieux résister au moment où les situations arrivent aux urgences. Il faut que ces traitements, nous puissions investir pour les accélérer, les développer, mais aussi en permettre l'accès le plus large partout dans le monde. Et ça, c'est un élément essentiel que cette initiative permettra justement de rendre possible. Et puis, le quatrième axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il suscite beaucoup d'attentes. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi de permettre d'écraser à la fois le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'en décidant d'investir, et il y a toute l'expertise du CEPI, des grandes pharma derrière ce sujet, mais en investissant sur plusieurs solutions, plusieurs familles, d'écraser l'échelle de temps en se disant on commence à aller beaucoup plus vite parce qu'on met plus d'argent, parce qu'on investit sur différentes familles, on commence à manufacturer plus vite pour avoir un accès aux solutions qui marcheront plus rapidement, mais aussi on écrase l'espace parce qu'il est inexplicable et inexcusable face à un tel vaccin de dire c'est dans le pays où ce sera inventé, c'est dans le pays où la pharma aura investi que ce vaccin pourra être accessible. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Les scientifiques sont ceux qui nous diront beaucoup mieux que moi la bonne échelle de temps. On a envie de bousculer toutes les frontières. On sait que c'est très dur de le faire avant 12-18 mois, on m'avait dit au début. Certains m'ont dit maintenant, peut-être d'ici la fin de l'année, on y arrivera. Je veux croire aux solutions les plus volontaristes. Plus on se mobilisera, plus on sera unis, plus on arrivera à mettre tout l'argent public et privé mobilisable, mieux on y arrivera. Nous allons maintenant continuer à mobiliser tous les pays du G7, du G20, pour qu'ils se mettent derrière cette initiative. J'espère qu'on arrivera à réconcilier, si je puis dire, auprès de cette initiative commune, et la Chine et les États-Unis d'Amérique, parce que c'est au fond de dire la lutte contre le Covid-19, c'est un bien commun de l'humanité, et aucune division, au fond, n'a lieu pour gagner cette bataille. Et ce que je voudrais enfin retenir, c'est deux choses. On a un rendez-vous le 4 mai prochain autour de l'Union européenne autour maintenant de ce plan d'action très clair où tout le monde est uni, lever l'argent. Et je voudrais que cette méthode, on arrive collectivement à la garder en tête pour les autres pandémies, pour beaucoup d'autres luttes qu'on a à mener. Ce qu'on est en train de faire maintenant, il faut le réussir, montrer au monde que c'est possible quand on se met tous ensemble et qu'on unit nos forces. Et je rêve qu'ensuite on arrive à avoir une telle énergie, une telle unité aussi vite
pour lutter encore plus efficacement contre la tuberculose, le paludisme, le VIH et aussi beaucoup d'autres pandémies qui peut-être ont touché beaucoup plus que d'autres les pays les plus vulnérables, mais qui justifient d'aller encore plus fort, plus loin, tous ensemble. Donc merci Dr Tedros de nous réunir, merci au rôle que joue l'OMS et merci à tous les fonds, les pays, les acteurs aussi, fondations et acteurs du secteur privé d'être là aujourd'hui pour qu'on réussisse cette bataille contre le Covid-19, mais aussi cette percée que nous sommes en train de faire collectivement. Je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu justement sur les politiques Covid, parce que en France, on nous a présenté que la Russie ne suivait pas les mêmes directives que la France, que effectivement la vaccination n'était pas obligatoire, qu'il n'y avait pas de QR code et que c'était beaucoup plus souple. Donc j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet-là et voir un petit peu quelle direction a pris la Russie sur le terrain et encore une fois la différence entre les grandes villes et ce qui se passait ailleurs, quoi, parce qu'il y a toujours des différences. Mm-hmm. Oui, c'est ce mythe qu'en Russie, il n'y avait pas de restrictions, etc. Bien sûr que c'est un mythe. Et je vois qu'en France aussi, la plupart des gens ont compris que c'était faux. Et en fait, on a eu exactement les mêmes restrictions comme partout, avec les mêmes actes, les mêmes documents, souvent le même jour, etc. Sauf qu'en Russie, ça a moins bien marché parce que c'est la mentalité des gens. C'est la mentalité des gens qui a permis de résister plus. Et aussi, à notre avis, c'est grâce aussi à notre organisation en grande partie que la pandémie a été arrêtée. Il n'a pas allé dans la direction qu'ils voulaient les mondialistes. Parce qu'en fait, depuis les premiers jours, on savait déjà très bien ce que c'est. Donc, on a analysé les choses des premiers jours. Déjà, les docteurs, les médecins, au mois de mars 2020, ils se sont réunis pour parler de ce problème de coronavirus et ils ont déjà annoncé que c'est faux, que c'est un virus dangereux et qu'on doit s'enfermer et que ce ne sont pas des mesures médicales, mais ce sont des mesures politiques. Dès les premiers jours, il y a eu un grand travail fait par les médecins qui se sont créés ensuite, qui se sont organisés ensuite dans l'association indépendante des médecins. Et donc, on a fait plusieurs interviews même avec les étrangers. Moi, par exemple, j'ai fait un interview avec Serge Rader. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un pharmacien qui est mort d'ailleurs en 2021, ou tué, je ne sais pas. Donc, il nous a fait un super interview concernant les vaccins tout court, non seulement un vaccin Covid. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes en Russie qui aussi dévoilaient les mensonges parce que déjà, la vaccination, non, je vais peut-être pas parler de ça, mais bon. Donc, il y a eu vraiment un grand travail depuis le premier jour et aussi, donc, avec le confinement qui est arrivé. Donc en France, il a duré beaucoup plus longtemps, mais en Russie, il a duré seulement 2 mois. Pourquoi? Parce que ça sentait la révolution. Parce que les citoyens russes n'avaient aucune aide. La Russie n'est pas un pays d'aide sociale, on n'en a presque pas. On n'a pas eu le chômage partiel comme en France. Donc, en fait, les familles se sont retrouvées avec 0 revenu dans la poche, aucune aide sociale, rien. Et les premiers qui ont commencé à protester et qui ont senti, ont senti le plus fort cette crise, en fait, c'est les entrepreneurs. Parce que eux, pour ouvrir le business, pour
acheter du matériel, etc., ils ont pris des crédits, la plupart d'eux. Ils ont pris des crédits, donc ils devaient payer les crédits. Ils devaient payer les loyers de leur bureau ou leur magasin. Ils devaient payer les salaires de leurs employés, mais les magasins étaient fermés. Comment ils font? Donc, les premiers qui ont commencé à protester, je me souviens, c'était le 1er juin, qui sont sortis dans les rues dans ma ville. Parce que nous, depuis le début, on a commencé à organiser aussi la population contre toutes ces mesures, et informer la population de ce qui se passe. Et eux, ils étaient enragés, ils n'en pouvaient plus. Les manifestations étaient interdites déjà. Même sans la pandémie en Russie, les manifestations sont interdites depuis quelques années. Mais là aussi, c'était encore plus strict. Mais ils sont sortis. Donc la police aussi est sortie en même temps. Mais c'est logique aussi, la police était là. Moi, j'ai parlé avec certains. Ils disent, je suis d'accord, pourquoi ils n'ont pas le droit de travailler? C'est pas normal que les gens... Comment ils font pour vivre? Demain, ils meurent de faim. Si encore, ça dure encore un mois, ils meurent de faim. Ils sont endettés, ces gens, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc là, vraiment, ça sentait la révolution parce que, à part les entrepreneurs aussi, déjà qu'on a les salaires très bas, et on n'a aucune aide, comment on fait? Et donc, ils ont arrêté le confinement. Oui, il était obligatoire pour ceux qui, soi-disant, malades de Covid, mais ce n'était pas le confinement total. Avec l'introduction de masques, c'était en mai 2020, pareil, les gens, les premiers jours, ils ont mis, peut-être à 80%, les gens ont mis les masques. Mais il y a eu toujours un certain pourcentage, une vingtaine de pourcents qui n'ont jamais mis de masque. Pareil, c'était pas logique, les gens comprenaient pas pourquoi dans le bus, on est tous comme ça, les uns contre les autres, comme du hareng, et on doit suivre ces restrictions d'1,50 m dans les magasins, dans les queues, etc. Donc, c'est illogique. Après, les masques, pareil. Pourquoi personne ne nous oblige de mettre le masque quand on entre dans le magasin? Parce que déjà, pour ça, il faut du personnel. Mais quand on passe à la caisse, on n'a pas le droit parce qu'en fait, comme ils nous expliquent les caissières, je ne peux pas vous vendre parce que j'ai le caméra et j'aurai une amende de mon directeur. Donc, en fait, c'était absurde tout ça parce que c'était pas pour le virus, même les caissières, ils le disaient, c'est parce que j'ai peur d'une amende. Voilà. Et et après, c'était vraiment... donc, après tout ça, il y a eu la vaccination obligatoire en 2021. Ensuite, les passes qui ont duré aussi peut-être 2 mois, vraiment avec les restrictions et tout. Mais après, c'était absurde. Moi, par exemple, j'ai un magasin de produits naturels sibériens en Russie. Et on avait notre magasin était dans le centre commercial. Donc, en octobre 2021, quand ils ont introduit les QR codes. Donc, en fait, déjà, le système russe, il n'est pas aussi carré. En fait, ils ont mis une table, un petit bureau avec le gardien de ce centre commercial. C'était pas ils pouvaient pas mettre la police à ces endroits, c'est impossible. Donc, cette personne-là, voilà, il vérifiait le QR code. Bon, dans certains centres commerciaux, c'était beaucoup plus strict. C'était vraiment un barrage où on ne pouvait pas passer. Moi, par exemple, pendant 2 mois, je ne pouvais pas acheter des vêtements ou quelque chose parce qu'ils ne faisaient pas entrer dans la plupart des centres commerciaux. Seulement mon centre commercial, enfin, dans lequel on avait le magasin, c'était rigolo parce que moi, j'observais, le temps que je travaillais, j'observais. Donc, ce gardien,
il est là pour vérifier. Il y a une petite femme âgée qui rentre et qui dit qu'est-ce que vous me demandez? J'ai même pas de téléphone. Quel QR code? Donc, il commence à se battre avec lui. Je veux acheter à manger, laissez-moi acheter à manger. Et donc, bien sûr, ce gardien aussi, c'est une personne âgée qui est là et qui dit pourquoi je rentrerai, je la ferai pas rentrer. Et moi, complètement, on a le chat de mon magasin et nos clients fidèles, et ils me disaient comment on peut entrer dans votre magasin. Je dis venez, je vous laisse passer. Donc je faisais comme ça au gardien, donc je le poussais, je faisais entrer les gens. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il va appeler la police? Il s'en fout, il ne va pas appeler la police. Alors qu'il pouvait, parfois on avait des contrôles, oui, la police entrait dans le centre magasin, ils regardaient tout ça, comment ils contrôlent les passes, comment les gens portent les masques, ils faisaient des amendes. Moi, dans mon magasin, j'ai eu un avertissement. 3 fois, j'ai risqué de se prendre une amende de masque. Ma mère s'est pris une amende. Mais franchement, je préfère être libre et se battre et risquer que se soumettre aux ordres absurdes. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'était pareil en Russie. Des amendes, des restrictions. Mais la population était plus active et plus organisée qu'en France. Et on a des preuves, hein, on a des preuves de ça parce que comment ça se passait? Poutine, en fait, au début de la pandémie, il a dit moi, je laisse les gouverneurs des régions gérer la situation d'après la gravité de la situation pandémique dans la région. Et en fait, il a donné les fonctions aux gouverneurs. Donc, dans chaque région, c'était différent. Et la différence venait de l'activité des gens. En fait, au début, ils ont mis les mêmes restrictions partout, mais là où les gens protestaient le plus, soit ils baissaient, ils enlevaient certaines restrictions, soit ils les arrêtaient. Parce qu'en fait, donc on collectait les signatures contre les masques. Il y a eu mon ami avocat qui est passé devant le tribunal avec le gouverneur de ma ville par rapport aux masques, parce que il a cité tous les points pourquoi c'était illégal d'introduire les masques, l'obligation de port de masque. Bon, il a perdu évidemment parce qu'ils vont jamais avouer que c'était illégal, mais bon. Donc, il y a eu quand même cette résistance. Et donc, nos plus grosses campagnes, c'était contre la vaccination obligatoire et l'enseignement à distance. Parce que ce qu'ils voulaient aussi introduire, c'est l'éducation en ligne, en fait, pour les enfants, alors que ça rend les enfants débiles. C'était beaucoup visé sur la nouvelle génération, en fait, sur les enfants. Parce que nous, oui, on résiste encore, mais si les enfants voient depuis petit tout ça, on leur mesurait la température avec un truc bizarre, on dirait un pistolet qui est posé sur leur front. Ils étaient obligés de porter les masques, de mettre les produits dangereux pour les mains, pour désinfecter. Et aussi, on a fait quelques conférences avec les pédagogues que, en fait, un petit enfant, pour évoluer correctement, il doit voir le pédagogue en vrai, parce qu'il apprend beaucoup par la mimique, par les gestes, il doit le voir en vrai, il doit communiquer avec les autres aussi élèves de sa classe, etc., pour justement socialement évoluer correctement. Et donc, oui, c'était beaucoup visé sur les enfants. Et donc, on protestait beaucoup aussi contre cet enseignement. On est allé, par exemple, dans ma région, mais ça se passait dans d'autres régions aussi. Certaines régions moins actives. Ma région, par exemple, elle était très active durant la pandémie. Et donc, on est allé aux rencontres avec
le ministre de département de ma région d'éducation et le ministre de la Santé. Donc déjà, on voyait que ils sont incompétents, ça se voyait de suite, et qu'ils exécutent tout simplement les ordres donnés d'en haut, tout simplement. Et donc, mais on insistait, on criait, on venait par 10, on les filmait, on mettait sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont très très peur des caméras. Tant que c'est en cachette, tant que ça se passe en cachette et personne ne sait, ils s'en foutent. Mais tant que c'est filmé et c'est mis dans les réseaux sociaux et qu'ils lisent les commentaires après que les gens disent « Ouais, quand ça va s'arrêter? On n'en peut plus. Pourquoi nos enfants sont obligés d'apprendre par l'ordinateur, etc. » En fait, ils voyaient tout ça et là, ils baissaient les restrictions. Donc voilà, ces gens-là sont sponsorisés en grande partie, financés par notre grand bienfaiteur de l'humanité que tout le monde connaît, Bill Gates, qui lui, c'est un adepte, il est obsédé de la vaccination de masse, il va vacciner les petits Africains. Son dernier truc, c'est les 7 millions de vaccins pour éradiquer la polio en Afrique. Je sais pas si vous avez vu, il a éradiqué la polio, mais maintenant, les enfants meurent de la paralysie flasque aiguë, qui est en fait la même chose que la polio, mais c'est induit par le virus vaccinal. Et donc maintenant, son dernier truc pour sauver la planète, c'est les épandages de produits de particules toxiques. Sauf que pour lui, sauver la planète, vous allez le voir, c'est éradiquer les 2/3 d'entre nous. Alors, il y a une vidéo qui est quand même intéressante. Accrochez-vous bien, il faut bien écouter ce qu'il dit. Parce que comme dirait Pierre Hillard, en fait, quand on cherche, on trouve. Hein. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Donc il admet bien que il dit il y a 6,8 milliards de gens sur la Terre, bientôt 9 milliards. Maintenant, si on fait vraiment un super boulot avec les nouveaux vaccins, les services de santé reproductive, on pourrait réduire ces chiffres de 10 à 15%. C'est quand même pas moi la complotiste, hein.
Non, je vous dis que j'ai pas besoin de ce truc. Cole, c'est pas parce que tu te sens pas malade que t'as pas besoin de ta piqûre. Allez, viens par là, je te fais cette piqûre et on laisse tomber. Y a aucune raison d'avoir peur. J'ai pas peur du tout. Depuis 70 ans, dans le plus grand secret, Hydra a alimenté les crises et tiré profit de la guerre. Et quand l'histoire ne coopérait pas, Hydra a changé le cours de l'histoire. Sur les recommandations du Haut Conseil à la santé publique, le gouvernement a décidé d'abroger le décret qui autorisait la prescription de l'hydroxychloroquine aux patients gravement atteints du coronavirus. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, sont pas venus, sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Et ben nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. On est en train de devenir fou. La réalité, c'est qu'on est devenu fou et il faut même faire des mesures ciblées. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairer les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça, c'est le travail des journalistes. Qui que je sois, où que je sois, quoi que je fasse, s'il n'y a pas de choc en retour à ce que je fais, cela veut dire que je suis en position de pouvoir. L'absence de choc en retour porte aussi un autre nom, l'impunité. Pour atteindre l'impunité, il faut devenir invisible. On reconnaît le mythe de l'anneau de Gygès, narré par Platon dans La République, puis repris par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Donc dans son grand œuvre, Tolkien imagine plusieurs anneaux de puissance partagés par les peuples de la Terre du Milieu, mais il y en a un plus puissant que les autres qui peut, dans les ténèbres, les lier, à comprendre, les contrôler de façon occulte. C'est l'anneau du pouvoir suprême que Sauron recherche et que Frodon doit détruire, et qui confère l'invisibilité à qui le passe à son doigt, métaphore de l'impunité totale, donc du pouvoir total. Le vrai pouvoir est invisible. Un pouvoir visible sera toujours moins puissant qu'un pouvoir invisible. Un pouvoir, dans le monde réel, bon, évidemment, l'anneau de pouvoir n'existe pas. L'anneau de pouvoir qui rend invisible. Donc, devenir invisible équivaut le plus souvent à passer inaperçu. Donc, se cacher dans la lumière, selon la formule maçonnique. L'ingénierie sociale, en tant qu'art de la modification d'autrui à son insu, pourrait, à bien des égards, être décrite comme la version laïcisée, en quelque sorte, ou scientificisée des doctrines hermétiques et ésotériques de manipulation de masse, sorte de technique de magie sociale, de mentalisme politique, de prestidigitation hypnotique collective, fondée sur l'exploitation des tâches aveugles du faisceau de l'attention et le jeu avec la dialectique visible-invisible, ombre et lumière, dans l'architecture des sociétés humaines. Historiquement, par exemple, la franc-maçonnerie est la première doctrine unifiée de l'influence subliminale de masse, justiciable dans les termes d'un grand œuvre de constructivisme social, donc d'ingénierie sociale. Là, on n'est même plus dans les métaphores. Enfin, plus vraiment. Donc, maintenant, la question, c'est comment devenir invisible, au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire comment passer inaperçu, comment se cacher dans la lumière, c'est-à-dire comment atteindre l'impunité en toutes circonstances, donc comment prendre le pouvoir et exercer une emprise totale sur autrui. Premier élément de réponse, inhiber chez autrui tout esprit critique contre soi, inhiber toute suspicion, toute méfiance et toute surveillance. Comment ? En éveillant la confiance ou l'indifférence. Comment ? En se faisant passer pour une victime.
de sorte à inhiber tout procès d'intention à son égard. Donc pour en finir avec les chocs en retour, rien de tel que de se faire passer pour une victime, un être en position de faiblesse, donc incapable de faire du mal, de commettre une violence, une violation, un viol. De fait, qui dit piratage, dit viol furtif, donc invisibilité du violeur, ou du moins inattention portée au violeur. Nos études démontrent que ce nouveau virus est plus contagieux et a une résistance plus longue que la plupart des souches communes de grippe. Pour limiter sa propagation et éviter que la situation ne s'aggrave, l'INVS a réuni une cellule de crise aujourd'hui. Nous pensons qu'une campagne de vaccination est notre meilleur antidote pour garder le contrôle de la situation. La grippe H1N1, on vous en a beaucoup parlé cet hiver, mais désormais l'épidémie est derrière nous. Pourtant, vous êtes très nombreux à vous poser des questions. Fallait-il commander autant de vaccins? Fallait-il mettre un tel dispositif en place? Les parlementaires français ont décidé de former une commission d'enquête sur la grippe A. Pour l'instant, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est sur la sellette. L'OMS dit l'Europe est redevenue l'épicentre L'OMS dit un peu ce qu'il veut. Enfin, comment? L'OMS dit un peu ce qu'il veut. C'est pas sérieux l'OMS? Ça dépend quoi. C'est complexe. C'est acheté beaucoup par Bill Gates quand même. Hein. Beaucoup. Bill Gates achète l'OMS? Beaucoup, oui. Oula. Beaucoup. Là, on est sur un dérapage complotiste, là. C'est pas complotiste. C'est le financier majeur de l'OMS. D'accord. Vous n'avez qu'à le regarder, c'est votre métier. L'OMS reçoit depuis plusieurs années des dons privés et parmi les donateurs, on trouve les 3 principaux fabricants du vaccin pandémique pour un financement de plus de 3,5 millions d'euros sur un budget global de plus d'1 milliard. Je ne peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que la politique vaccinale de l'ensemble du tiers-monde a été financée par Bill Gates. Ça, c'est autre chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose. Et que depuis, Bill Gates doit fournir à peu près la moitié du budget de l'OMS. Et que Bill Gates disait, c'est aussi facile à retrouver, qu'il y aurait une pandémie, qu'il faudrait faire un vaccin en 6 mois. Et il disait ça il y a 4 ans. La première chose qui frappe pour un professionnel du médicament, c'est le caractère extrêmement expéditif du développement qui a duré à tout casser 2 mois, 3 mois. 11 juin 2009, pour la première fois de son histoire, l'OMS déclenche la phase 6, la phase d'alerte maximum pour une pandémie, une décision historique. Le monde entier doit se préparer au pire. Tous les gouvernements activent leur plan de lutte. La phase 6, ça veut dire que l'on pourrait devoir limiter chez nous les déplacements, fermer les lieux publics, les écoles. Pour les labos, c'est un signal de départ. Ils vont pouvoir démarrer leur production de vaccins pandémiques. Le jackpot, des centaines de millions de doses seront mises sur le marché en un temps record. La phase 6 sème en tout cas la panique. Les médias s'emballent sur ce nouveau virus très contagieux. Vous me dites Bill Gates, ça a dit il y a 4 ans que... Non mais vous savez, on n'est pas... Non, relance toutes les théories. Non, mais là aussi je vais vous conseiller un autre site, c'est comme ça vous verrez, les médecins pour qui dont je pense qu'ils ont un certain degré de liberté et ceux qui n'ont pas de degré de liberté, qui est un site qui s'appelle Eurofordox, d'accord? Et vous regarderez chez les médecins, chez tous les médecins qui parlent, qui est financé très très largement par l'industrie pharmaceutique et qui n'est pas. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Qu'est-ce que tu caches, en fait, hein? C'est quoi? Les gens font la queue pour se faire vacciner comme si c'était la variole. Qu'est-ce que tu leur inocules en réalité, Tucker? Hein? Dis-le-moi. Ils ont dit que ça soit une pandémie dangereuse, mais c'est justement une grippe normale qui est très faible même. Et comme ça, c'était une fausse pandémie. Le docteur s'appuie sur des courbes comme celle-ci. À gauche, la grippe de 2008 appelée saisonnière. À droite, la grippe 2009 qualifiée de pandémique, alors que le nombre de cas est sensiblement le même. Ne résiste pas, Carole. Ça ne sert à rien. La seule chose à faire, c'est ne rien faire. C'est tout ce qu'on te demande. Ça ne fait pas mal. Regarde. C'est comme attraper un rhume. C'est également la déclaration officielle de pandémie qui a permis d'autoriser les vaccins au niveau européen selon une procédure exceptionnelle accélérée. Les critères scientifiques pour une pandémie de grippe sont réunis.
L'OMS est accusée par certains d'avoir changé la définition et les critères d'une pandémie. Jusqu'en 2009, une pandémie devait être à la fois très contagieuse sur le plan géographique et très grave en nombre de morts. Désormais, la notion de mortalité n'est plus prise en compte pour le déclenchement officiel d'une pandémie. Pourtant, nous nous sommes procuré une photo du site officiel de l'OMS tel qu'il apparaissait en mai dernier. On peut y lire « Une pandémie entraîne un nombre énorme de morts et de malades ». Les survivants utilisent tous les moyens pour diffuser le vaccin auprès d'un maximum de population, par l'eau et la nourriture, parfois même dans l'air. Selon un bilan encore provisoire, 15 000 décès liés au H1N1 ont été comptabilisés dans le monde, alors que l'OMS estime que chaque année la grippe saisonnière fait entre 250 et 500 000 morts. Notre monde est un monde meilleur. Il y a un an, les informations concernant la grippe H1N1 étaient plutôt alarmistes. Le risque était élevé, on parlait de plusieurs dizaines de milliers de morts potentielles. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Pourtant, nos États ont vacciné en masse leur population. Conséquence, un véritable jackpot financier pour l'industrie pharmaceutique. Il y a entre 5 et 10 gros laboratoires mondiaux qui se partagent la grande majorité de tous les médicaments que l'on consomme. Ce que les anglo-saxons appellent les big pharma. Ich schenk dir einen Jodler, einen flotten Jodler, einen flotten Jodler schenk ich dir. So einen echten Jodler, einen echten Jodler, einen, der dich glücklich machen wird. Wenn wir dann jodeln, so im Duett, dann ist das Jodeln erst richtig nett. Ich schenk dir einen Jodler, einen flotten Jodler, einen flotten Jodler schenk ich dir. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était en 2009, face à la menace que représentait la grippe H1N1, le gouvernement a commandé la production de nombreux vaccins à la firme pharmaceutique GSK. On apprend aujourd'hui qu'un tiers des experts qui conseillaient le gouvernement étaient liés à la firme pharmaceutique. Moi, comment est-ce que des gens, y compris vous, avaient pu colporter l'idée que l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens quand cette drogue a été donnée à des milliards de personnes? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. La seule étude qui a montré la toxicité de l'hydroxychloroquine, c'est une bande de cinglés, là aussi, qui a utilisé l'hydroxychloroquine à 2,4 grammes par jour, et n'importe qui peut regarder le Vidal pour voir que c'est une dose toxique. Il faut pas le faire. La vraie question, c'est est-ce que on est devenu fou au point de dire on ne soigne plus les malades? Et la réponse est oui, on est devenu fou au point de dire on ne soigne plus les malades. Mais Sean, comment s'appelle ce superbe remède de virus très dangereux qui va tous nous tuer? Ça s'appelle le masque de papier. Le masque de papier? Oui. Mais le masque de papier de quoi? Le masque de papier qui va tous vous sauver la vie. Dis donc Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale. Bonjour, je voudrais vous commander 100 millions de masques. C'est pour la France. Bravo, je vois que madame est connaisseuse. Ah bah oui, je suis ministre de la Santé alors. C'est parti pour 100 millions. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci le masque de papier.